Bonjour, Madame Fabienne Swanen, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre expérience d'enseignement pendant les périodes de confinement. Donc tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter rapidement et de nous dire ce que vous faites à l'Université Gustave Eiffel et les disciplines que vous enseignez. D'accord. Donc Fabienne Soenen, je suis maître de conférences associée à l'Université Gustave Eiffel et responsable des licences professionnelles management et commerce. La spécificité étant que ces licences professionnelles, pour la grande majorité, sont des licences professionnelles déléguées à des partenaires et j'en assure le pilotage, m'assurer que les enseignements sont de qualité, que l'on soit chez un partenaire ou un autre, et in fine du diplôme qui est délivré par l'Université Gustave Eiffel. D'accord, merci beaucoup. Donc tout d'abord, je vais vous demander par rapport donc, à ce confinement, comment l'avez-vous vécu personnellement? Est-ce que vous en retirez donc quelque chose de positif ou plutôt de négatif? Et quelle est la manière dont vous avez vécu cette période? Alors, lorsque le 12 mars, on nous a donc annoncé que le lendemain soir, il fallait rentrer à la maison, je ne vous cache pas qu'il y a eu deux temps. Le premier temps, c'est on a géré les urgences, plus je dirais d'un côté administratif lié au poste de responsable de la licence professionnelle. Donc ça a été la journée du vendredi. Et puis il y a eu un temps de réflexion parce qu'effectivement, les cours arrivaient tout de suite derrière, 3-4 jours, et les 3-4 jours qui ont précédé ce fameux premier cours, bien, il a fallu réfléchir à la manière d'assurer la continuité pédagogique, c'est-à-dire sous quel format, comment adapter les pratiques précédentes pour s'adapter à une nouvelle situation, quels outils utiliser. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. J'avoue qu'on n'a pas eu le temps trop de réfléchir, il fallait y aller et il fallait foncer pour assurer au mieux cette continuité pédagogique pour le bénéfice de nos étudiants. D'accord. Et donc vous étiez avec une équipe d'enseignants pour vous concerter à ce niveau-là? Du tout. Du tout. J'étais seule devant mon écran à me dire comment je vais faire. Alors, je pense que... J'avoue que quand on est mis dans des situations où on n'a pas le choix, c'est peut-être là aussi que l'on arrive à trouver des idées. Moi, je me souvenais de mon expérience professionnelle passée où j'utilisais Webex. Je me suis dit, bah, tiens, ton cours, tu vas le faire en Webex. Qu'est-ce que c'est? Webex, c'est une plateforme de visioconférence. Et puis, effectivement, on s'est organisé au fur et à mesure que l'université nous a aussi donné des outils. Et puis, vite, on s'est mis sur Zoom avec l'achat de licences. Mais effectivement, mon premier cours, je l'ai fait en Webex parce que je me suis dit c'était gratuit. C'est ce que vous connaissiez aussi Le mieux, effectivement. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'à aucun moment, je me suis posé la question, quand j'ai dit quel format, à aucun moment, je me suis posé la question en distanciel où j'envoie des documents. En fait, pour moi, c'était d'une évidence que la continuité pédagogique, elle passait par une plateforme de visioconférence. Oui. Et donc, dès le début, vous avez réussi justement à mettre en place ces visioconférences? On a tenté, on s'est efforcé de faire quelque chose qui soit le plus simple à mettre en place, à la fois pour nous, effectivement, pour moi, enseignante, mais surtout pour les jeunes. Ça signifie qu'il a fallu communiquer beaucoup en amont aux jeunes, et c'est là que je dirais que c'est la grande différence par rapport au présentiel où on arrive en cours et là où on déroule nos objectifs du cours. Là, il faut les prévenir avant et leur donner vraiment le timing d'un cours en distanciel, leur donner des éléments pour les rassurer, je pense, dans un premier temps. Donc vous avez réussi à justement adapter le format de votre cours présentiel à un mode distanciel, justement? Je l'ai beaucoup fait évoluer, parce qu'effectivement, il n'était pas du tout adapté. On ne peut pas, on ne peut pas avoir une présence de 3 heures, 3 heures et demie, et on ne peut pas demander à des jeunes d'être présents 3 heures, 3 heures et demie derrière un écran. Je pense qu'il faut vraiment avoir encore plus, je pense, en distanciel, de nombreux ateliers et faire des apports, ateliers, jeux ludiques.
Et puis travaux en groupe, en sous-groupe, là en l'occurrence, parce qu'effectivement, un cours magistral de 3h30 derrière un écran, je pense que ça ne doit pas être assez très digeste. Même pour le professeur lui-même, pour le professeur lui-même. Donc effectivement, il a fallu vraiment, je dirais, réécrire le script de son cours, le contenu étant le même, mais la pratique pédagogique a complètement changé. Alors je ne vous cache pas que ce n'est pas le premier cours où j'ai tout changé, ça s'est fait progressivement, je dirais ça s'est fait sur une bonne année, une année et demie, où on a intégré des nouveaux outils. Voilà. Donc par rapport à votre deuxième question, est-ce que c'était une expérience négative ou positive? Là, avec le recul, je trouve que ça a été une expérience plutôt positive, même s'il y a eu des moments de doute et de stress, parce qu'effectivement, il a fallu remettre complètement à plat ces pratiques. Et est-ce qu'aujourd'hui, encore, donc, il y a des choses qui ont changé dans votre manière d'enseigner et qui s'inspiraient justement d'apports de vos cours en distanciel? Oui, très clairement. Donc moi, on a de la chance à l'université d'avoir eu aussi un accompagnement, alors le CIPEN, c'est pas parce que c'est lui qui nous demande de faire l'interview, mais effectivement, moi j'ai beaucoup fait de e-learning, moi-même je me suis formée pendant cette période, puisqu'on avait des outils, et j'ai beaucoup cherché sur comment mettre en place des outils collaboratifs, comment mettre en place des learning games. Donc effectivement, et comme ça a bien fonctionné, eh bien, ce sont des pratiques que je continue à utiliser en présentiel. On a eu accès à des vidéos d'enseignants qui faisaient des témoignages d'expérience sur des pratiques pédagogiques de type pédagogie inversée, renversée. Ben, je ne vous cache pas que j'ai essayé aussi de mettre en place ce type de pédagogie. Ça a fonctionné? Et ça a fonctionné, ça a vraiment fonctionné. Je pense notamment à la pédagogie renversée. Je continue à la pratiquer aujourd'hui parce que personnellement, je trouve que le résultat est plutôt probant. Et justement, vous parliez de nouveaux outils que vous avez appris à maîtriser. Concrètement, quels sont les nouveaux outils justement que vous avez utilisés, mis à part Zoom? Oui, alors mis à part les plateformes de visioconférence, effectivement, moi je dirais il y a les outils collaboratifs. Donc j'étais absolument pas sur des plateformes de e-learning. Donc là je m'y suis mise parce qu'effectivement c'est indispensable pour échanger avec les étudiants, leur donner suffisamment de matière pour que lorsqu'ils se retrouvent seuls, ils puissent continuer à intégrer les apprentissages. Et puis tout ce qui est ludopédagogie. Donc j'ai utilisé des outils comme Questions directes. Alors Questions directes, je l'ai utilisé à la fois pour sonder les jeunes lors de certains cours sur leur morale, comment ils allaient. Et comment ça fonctionne ceci? Questions directes, c'est un outil qui vous permet de faire des sondages et des votes interactifs. Vous leur posez une question, ils répondent, c'est anonyme et on voit leur réponse en temps réel, tout le monde voit la réponse. Donc ça, à la fois pour du contenu et à la fois pour sonder, je dirais, la météo du moral, puisque effectivement c'était important de voir où ils en étaient. Et puis j'ai utilisé donc Kahoot, et en collaboratif j'ai utilisé des tableaux blancs en fait interactifs où vous utilisez des post-it et ça permet de faire du brainstorming en virtuel, et ça a très bien fonctionné, surtout sur certains groupes un peu timides qui n'osaient pas prendre la parole derrière un écran. Donc, et comment vous avez découvert justement tous ces nouveaux outils? Alors certains m'ont été conseillés par... on a eu quand même un gros accompagnement à l'université, puis moi j'enseigne aussi chez des partenaires centres de formation de style CFA Descartes. Donc on avait beaucoup de petits newsletters pour nous informer de techniques. Et puis j'ai aussi cherché sur Internet quand je n'avais pas l'outil, quand je ne trouvais pas. J'ai eu des difficultés par exemple avec un groupe où je trouvais qu'il n'y avait pas d'interactivité. J'avais le sentiment que derrière leur écran, ils étaient passifs. Je ne savais pas s'ils étaient là. J'ai vraiment beaucoup cherché et j'étais assez contente du résultat sur ce tableau blanc qui permet aux jeunes de s'exprimer via des post-it, parce que là, pour le coup, ça a vraiment fonctionné. Donc finalement, votre priorité, c'était peut-être surtout de maintenir la communication, non seulement entre les élèves entre eux, mais aussi entre vous et les élèves.
Et vous avez placé un peu en fait la communication et le relationnel au centre de votre enseignement? Mais oui, pour moi c'était primordial et surtout de s'assurer que, parce qu'il est là en fait l'enjeu, c'est qu'il y a des jeunes pour lesquels le distanciel n'a pas été vraiment un problème. Et effectivement, on l'a vu dans les évaluations à la fin de l'année où moi j'étais agréablement surprise, les résultats étaient bons. Et puis on a des jeunes pour lesquels ça a été compliqué, hein, à la fois parce qu'ils étaient en rupture numérique, hein, avec des connexions pas forcément très très bonnes, et puis aussi parce que le distanciel c'est pas pour eux. Et là l'idée c'était aussi d'essayer, parce que malheureusement on n'a pas réussi j'ai pas réussi à fédérer tout le monde derrière tous ces outils que j'ai mis en place, mais à éviter le décrochage de certains jeunes. Et je ne vous cache pas que dans certaines classes, il y a eu des décrochages clairement. Et c'est là, je pense, je dirais, les limites aussi du distanciel, c'est qu'on ne peut pas voir derrière l'écran quel étudiant est en souffrance, alors qu'en présentiel, on arrive quand même il y a ce qu'on appelle la résonance, on arrive à Ah ouais. Oui, donc ce relationnel était vraiment quelque chose malgré tout qui manquait pendant les cours à distance. Clairement, et qu'on essayait de maintenir, hein, puisque bon, il y avait tous les enjeux autour de la caméra allumée, la caméra éteinte. Au début, ça a été difficile à gérer, hein, toutes ces petites choses qui, après, ça dépend des enseignants, mais pour moi, c'était important d'avoir quand même des visages derrière un écran. Et donc, parfois, c'était compliqué d'avoir un mur noir avec des étiquettes. Voilà. Et donc, globalement, est-ce que vous êtes malgré tout plutôt fiers de l'enseignement que vous avez pu effectuer durant cette période de confinement? Oui, relativement fière. Je pense qu'il y a encore matière à améliorer, mais comme je vous disais, je pense qu'en distanciel, on ne fait pas autant que lorsqu'on fait en présentiel. J'ai constaté que sur une année, je n'ai pas pu aborder toutes les notions que j'abordais en présentiel. Pour autant, les notions qu'on a pu aborder, j'ai eu le sentiment, effectivement, par les évaluations et puis par le retour des jeunes aussi, qu'il n'y avait pas eu trop de déperdition en raison du distanciel. D'accord. Et donc justement, vous parliez des retours que vous avez eus de la part de vos étudiants. Quelle a été la nature de ces retours? Est-ce que vous avez eu des retours vraiment hétérogènes, certains plutôt mitigés, d'autres très heureux? Est-ce que vous en avez eu même des retours? Les mitigés, j'en ai pas eu énormément, parce qu'en général, les jeunes qui s'expriment sont parfois ceux qui sont assez enjoués, les autres n'osent pas, sans doute. Mais effectivement, c'était sur le caractère un peu dynamique du cours, hein, d'essayer de nouvelles approches pour effectivement s'assurer que derrière, ils suivaient bien. Mais j'ai un exemple, effectivement, j'ai eu un début d'année un peu difficile, ce qui est assez bizarre d'ailleurs, puisque de mars à juin 2020, je trouve que globalement ça a été. Et en septembre, on est un peu reparti en présentiel, puis rapidement on nous a redemandé de repartir en distanciel. Et là j'ai trouvé que j'ai eu beaucoup plus de difficultés avec des retours de jeunes qui étaient mécontents parce que je voulais qu'ils allument la caméra, parce que j'avais des exigences et vite j'ai revu ma pratique. Parce que je me suis Vos élèves aussi Voilà, en fait j'avais un petit peu oublié que face à moi j'avais des jeunes qui avaient eu déjà 6 mois de distanciel, alors qu'avant, c'était des jeunes que j'avais déjà vus en présentiel. Donc il a fallu vite que je me remette au pas, effectivement, que je remette un peu mes pratiques pratiques en jeu, parce qu'en face de moi, j'avais un autre public. Moins mature, normal, ils étaient en septembre, alors qu'en mars, ils avaient déjà 6 mois de maturité, je dirais, en 3e année. Et effectivement, là, c'est une difficulté que j'ai rencontrée et il a fallu rapidement que je change mes pratiques pour m'adapter à ce public qui, effectivement, était plus jeune, moins mature dans l'année et puis qui avait eu 6 mois de distanciel dans leur parcours précédent. Donc, il fallait tenir compte de cela également.
Donc l'adaptabilité, c'était vraiment quelque chose de central finalement. Clairement. Mais moi, si j'ai un mot sur cette année et demie de distanciel, c'est effectivement l'adaptabilité.